Démarrons avec une image mentale un peu curieuse aujourd'hui. Prenons d'un côté un banal cristal de quartz, le genre de truc qu'on peut ramasser lors d'une randonnée en montagne. Ouais, un caillou très joli, mais très commun, quoi. Voilà. Et avec ses arêtes parfaitement rectilignes, ses surfaces super planes qui accrochent la lumière, sa symétrie absolue en fait. Ça offre une géométrie parfaite. C'est clair, c'est très structuré. Et de l'autre côté, prenons une abeille en train de butiner. Si on s'en tient purement à la régularité spatiale, le cristal de quartz donne l'impression d'avoir été usiné, tu vois, comme s'il avait été taillé par une intelligence extraterrestre dans un labo de haute précision. Ah oui, alors que l'abeille, avec son anatomie d'une complexité organique complètement folle, ses petits poils microscopiques, ses organes internes tout asymétriques. Ces ailes avec les nervures chaotiques, là, ouais, c'est au cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui. On plonge dans les pages d'un texte vraiment fondamental. C'est un essai philosophique et scientifique publié en 1970 par le biologiste et prix Nobel Jacques Monod. Le hasard et la nécessité. C'est ça. Et l'enjeu de cette exploration, il est colossal. La mission de notre analyse, c'est de comprendre comment la biologie moléculaire moderne nous force littéralement à redéfinir la vie elle-même. Et surtout d'affronter l'immense paradoxe philosophique que notre propre existence jette un peu au visage des lois de la physique. Vaste programme. Mais commençons par le début. Monod pose un peu le décor dans sa préface, non? Ouais, il fait un diagnostic très clair d'entrée de jeu. Il rappelle que la biologie occupe une place vraiment singulière, presque inconfortable en fait parmi les sciences. Ah bon? Inconfortable comment? Parce que le monde vivant ne représente qu'une part infime de l'univers connu. C'est une anomalie statistique totale à l'échelle du cosmos qui rend la biologie un peu marginale. D'accord, c'est l'exception, pas la règle. Voilà. Mais si on considère que l'ambition ultime de la science, c'est de clarifier la relation entre l'être humain et l'univers, alors là, cette discipline devient absolument centrale. Parce qu'elle seule peut nous donner les clés de ce que tout le monde appelle le grand secret de la vie. Exactement. Mais avant de pouvoir isoler ce fameux secret, il y a une première étape super radicale. Il faut déjà pouvoir distinguer ce qui est vivant de ce qui n'est pas. Ça paraît basique dit comme ça, mais comment on trace la frontière entre un objet naturel, disons un nuage ou une montagne, et un artefact, c'est-à-dire un truc artificiel fabriqué par une intelligence? Eh bien, Monod propose une expérience de pensée géniale qui flirte un peu avec la science-fiction pour tester nos critères. Imaginons une agence spatiale martienne. Des martiens? J'adore. Ouais, des Martiens qui enverraient une sonde sur Terre programmée pour chercher des traces de civilisation. Et cette sonde, elle atterrit en France, en plein milieu de la forêt de Fontainebleau. Bon, décortiquons un peu ça. Qu'est-ce que chercherait cette sonde exactement? Le programme informatique de la sonde, il serait forcément conçu autour de paramètres universels, indépendants de notre biologie terrienne, qui ne connaît pas. Pour une machine, la signature d'un esprit rationnel, c'est l'ordre géométrique et la répétition. Donc, elle déploie ses petites caméras dans la forêt? C'est ça. Et quand elle scrute les maisons du village d'à côté, Barbizon, l'algorithme repère tout de suite les toits à angle droit, les murs bien verticaux. La disposition régulière des fenêtres et tout? Tout à fait. Donc il classe ces maisons comme des artefacts artificiels. Bravo la sonde. Et quand elle analyse les rochers d'Apremont dans la forêt, avec leur forme chaotique et érodée, hop, classés comme formation naturelle. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle martienne a tout bon. Mais alors, c'est là que l'algorithme s'effondre lamentablement quand on réduit l'échelle, non? Complètement. La sonde tombe sur des cristaux de quartz dans le sable. Avec leur symétrie prismatique parfaite, le programme les identifie formellement comme des créations artificielles. Ah oui, comme si c'était des minuscules gratte-ciels en verre. Ouais. Et le coup de grâce, il arrive quand elle s'approche d'une ruche abritant des abeilles sauvages. Face aux alvéoles hexagonales de la ruche, qui sont mathématiquement parfaites, l'algorithme doit vriller. Il accumule les erreurs, oui. Et pire encore, en observant les abeilles elles-mêmes, la sonde martienne détecterait une répétition d'une complexité inouïe. Chaque abeille a la même structure articulaire, la même disposition nerveuse. Les mêmes appendices fonctionnels. Du coup, un algorithme strict, il en tirerait quoi comme conclusion? Une seule conclusion logique pour lui, il avertirait Mars d'avoir découvert une usine de nanotechnologie de pointe. Une chaîne de montage super sophistiquée qui produit des millions de petits robots volants. C'est une vraie claque pour notre propre intuition, en fait. Ah bah totalement. Si on confiait cette tâche aujourd'hui à une de nos IA de reconnaissance d'images, entraînée juste sur la régularité et la géométrie, elle ferait exactement la même erreur. L'abeille serait catégorisée comme un robot industriel et le cristal comme de l'architecture humaine. Ça prouve de manière implacable que la forme extérieure, l'architecture macroscopique, c'est un critère qui marche pas du tout pour définir le vivant.
La forme nous trompe. Il faut donc déplacer notre regard vers la fonction, et plus précisément la performance. Et c'est là que Monod glisse cette comparaison anatomique qui fait presque froid dans le dos tellement elle est juste, entre l'œil d'un vertébré et un appareil photo classique. Oui, l'ingénierie humaine a conçu l'appareil photo avec un système de lentilles pour focaliser la lumière, un diaphragme pour ajuster l'ouverture et une surface photosensible. Et la nature, de son côté, a conçu le cristallin, l'iris et la rétine. Les plans de construction obéissent exactement à la même logique optique. Le parallélisme est total. Pourquoi? Parce que ces deux objets, l'un fabriqué en usine et l'autre issu de l'évolution biologique, sont structurés en vue d'une seule et même performance, capter des images. C'est fou quand on y pense. Et c'est là que Monod introduit le concept clé de son œuvre, la téléonomie. La téléonomie. D'accord. Les êtres vivants se distinguent des objets naturels inertes parce qu'ils sont dotés d'un projet. Leurs structures anatomiques sont pas là par hasard. Elles existent pour accomplir une performance orientée. Exactement. Avec un but ultime, un horizon final, qui est la survie de l'organisme et la multiplication de l'espèce. Attends. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un terrain hyper miné pour un biologiste moléculaire, non? Ah, ça, oui. Parce que dire que la nature a un projet, qu'elle fabrique un œil dans le but de voir, n'est-ce pas exactement le genre de discours que la science moderne essaye de bannir depuis Galilée? Si, totalement. Je veux dire, la règle d'or de la science, c'est le refus de ce qu'on appelle les causes finales, non? Le conflit philosophique, il est en plein là. Pour bien comprendre, en science stricte, l'effet suit toujours la cause physique. Il pleut parce que l'eau s'est condensée sous l'effet de la température. C'est mécanique, c'est aveugle. Ouais, il n'y a pas d'intention. Voilà. Une cause finale, ce serait dire qu'il pleut pour que les plantes puissent pousser. On attribue une intention magique à un phénomène naturel. Et ça, la méthode scientifique l'interdit formellement. La gravité n'a pas pour projet de faire tomber une pomme. Donc en utilisant le mot projet pour définir un être vivant, on a vraiment l'impression que la biologie triche avec les règles de la physique. Comment Monod justifie ça sans faire appel à une espèce de grand architecte cosmique? Sa parade, elle est brillante, hein. Il ramène cet appareil téléonomique, ce fameux projet, à une réalité strictement chimique et matérielle. L'appareil photo accomplit le projet de l'ingénieur humain qui l'a dessiné. Donc l'intention vient de l'extérieur. C'est ça. Alors que l'œil, lui, il accomplit un projet qui est inscrit à l'intérieur même de sa propre matière. Ah, je vois. Pour séparer définitivement l'objet vivant de la machine artificielle, il ne faut pas seulement regarder la fonction, il faut analyser comment c'est assemblé. Faut chercher d'où vient l'usine qui fabrique la machine, en fait. Exactement. Et ça nous amène au principe de la morphogénèse autonome. Un morceau de marbre, ça devient une statue, uniquement parce que le ciseau du sculpteur lui impose une forme de l'extérieur. Les forces internes du marbre, elles s'en fichent complètement du visage de la statue. Totalement. À l'inverse, l'organisme vivant s'autoconstruit. Les interactions chimiques à l'échelle moléculaire dictent l'assemblage spontané des cellules de l'œuf fécondé jusqu'au cerveau adulte, sans aucune force extérieure. Pour reprendre le vidé de l'usine, c'est comme si on observait une usine automobile où il n'y a aucun ouvrier, aucun bras robotique extérieur. Ouais, un truc complètement autonome. Imaginons un bloc moteur en métal liquide qui se forgerait tout seul en refroidissant, pendant que des câbles électriques tisseraient eux-mêmes leurs propres connexions, juste à cause des propriétés chimiques des matériaux. L'image est dingue, mais c'est ça. Sauf que cette usine autonome, elle pourrait pas perdurer dans le temps sans un mécanisme de sauvegarde de ses propres plans. Ah bah oui, sinon l'usine elle meurt avec son premier modèle. Voilà. Et c'est la seconde propriété essentielle, l'invariance reproductive. C'est cette capacité presque effrayante du vivant à dupliquer et transmettre intégralement cette masse d'informations à la génération suivante. Et à l'échelle moléculaire, c'est fou la division du travail que ça implique. Oui, on a les protéines d'un côté, ce sont les ouvrières, elles gèrent la téléonomie, elles construisent les muscles, l'œil, elles exécutent le projet. Et de l'autre côté, Le plan de montage, lui, il est stocké de manière inviolable par une molécule totalement différente, l'acide nucléique, le fameux ADN. les sources utilisent une métaphore magnifique à ce sujet. Monod compare l'homme avec toute sa culture et sa conscience à une simple souris. Ah oui, l'exemple du poète. C'est ça. Imaginons un poète amoureux fou, mais super timide.
Il passe des semaines à composer un sonnet d'une complexité émotionnelle incroyable pour déclarer sa flamme. C'est une performance téléonomique d'une sophistication folle. Ça mobilise le langage, l'intelligence sociale. Tout à fait. Et si son poème marche et qu'il séduit sa partenaire, l'objectif ultime sera atteint, la reproduction. Mais au moment de transmettre l'information génétique, le message chimique dicté par l'ADN obéit aux mêmes règles de l'invariance que la souris mâle qui vient de s'accoupler dans la cave du poète, hein. C'est tellement vrai. La performance extérieure est un chef-d'œuvre de complexité, mais le mécanisme de transfert de données reste d'une banalité chimique absolue. Et cette scission entre l'information stockée par l'ADN et le résultat construit par les protéines, ça prépare le terrain pour un scandale intellectuel majeur, non? Le plus grand scandale de l'histoire des sciences de la vie, hein. Parce que maintenir un tel niveau d'organisation, répliquer l'ADN avec une telle précision, ça demande une énergie colossale. Ce qui a fait paniquer pas mal de physiciens du XXe siècle. Oui, beaucoup ont cru que la vie violait le second principe de la thermodynamique. Le fameux principe de l'entropie. En gros, l'idée que l'univers tente inexorablement vers le désordre. Si je laisse tomber ma tasse de café de la table, elle se brise en 1000 morceaux sur le carrelage. C'est inévitable. Jamais les éclats de céramique vont spontanément défier la gravité pour se recoller et reformer ma tasse intacte. L'univers dégrade l'ordre. Mais la vie, elle fait ostensiblement l'inverse. C'est ça. À partir de la poussière et du chaos, elle bâtit des architectures moléculaires d'une précision diabolique. Ça ressemble vraiment à une infraction aux lois de la physique. Surtout quand on regarde la vitesse de reproduction, Monod prend l'exemple d'une unique bactérie, Escherichia coli. Oui, tu plonges cette bactérie dans une simple solution d'eau avec quelques sels minéraux et un peu de sucre. En 36 heures à peine, elle aura synthétisé des milliards de copies exactes d'elle-même. Elle transforme une soupe inerte en une armée de machines organiques ultra complexes. Superficiellement, on crie au miracle thermodynamique. Sauf que si un physicien mesure les échanges d'énergie dans un système clos, le compte y est. La bactérie convertit une fraction du sucre en matériau de construction et elle oxyde le reste en chaleur pour payer sa dette énergétique. L'entropie globale a bien augmenté. Donc, la physique est saine et sauve. Le principe est respecté. Du coup, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi ça a autant terrifié les scientifiques de l'époque s'il n'y a pas de violation des lois? Parce que le problème, il n'est pas dans le bilan comptable de l'énergie. Il est dans la direction que prend cette énergie. C'est-à-dire, La bactérie détourne les lois aveugles de la thermodynamique avec une efficacité redoutable pour servir exclusivement son projet de division. La contradiction, elle est épistémologique. on en revient au postulat d'objectivité. Exactement. La science exige que l'univers soit dépourvu de projet. Mais sous le microscope, chaque molécule d'ADN crie son intention de se multiplier. Le scandale, il est là. Comment la science objective peut tolérer une machine dont chaque rouage est un but en soi? J'imagine que face à un tel mur intellectuel, les esprits ont cherché des portes de sortie. Quand la science se retrouve bloquée entre l'objectivité et l'évidence de la finalité biologique, la tentation de tricher doit être immense. Ah, l'histoire en est remplie. C'est ce qu'on appelle les vitalismes. Des penseurs immenses ont préféré sacrifier l'objectivité plutôt que d'accepter ça. Comme Bergson, par exemple? Oui, le philosophe Henri Bergson, il a fondé le vitalisme métaphysique avec son élan vital. Pour lui, la matière inerte était traversée par un courant créateur immatériel. Il disait même que notre intelligence géométrique ne pouvait pas comprendre la vie, qu'il fallait utiliser l'intuition. En gros, il abandonnait la méthode scientifique pour faire de la poésie spirituelle. Mais je crois qu'il y a eu des réactions venant des sciences dures aussi. Le vitalisme scientiste? Tout à fait. Des physiciens quantiques super respectés comme Walter Elsasser ou Michael Polanyi ont été tellement déstabilisés qu'ils ont postulé qu'il nous manquait des lois de la nature. Ils ont inventé des nouvelles règles à soi. Oui, ils ont supposé l'existence de lois biotoniques, des principes physiques inédits qui seraient cachés dans l'eau ou les pierres et qui s'activeraient uniquement dans la matière vivante pour lui dicter sa finalité. C'est fascinant de voir des physiciens de haut vol paniquer à ce point. Inventer des lois invisibles juste pour les êtres vivants, c'est l'aveu d'impuissance ultime. C'est très rassurant pour l'intellect face au vertige de l'existence. Mais la démonstration de Monod vient complètement désintégrer ces thèses. Il cède ni à l'élan mystique, ni aux lois invisibles. C'est quoi sa solution alors? Il redonne sa place centrale à la théorie darwinienne, mais à l'échelle moléculaire. Il impose une chronologie implacable. L'invariance reproductive précède toujours la téléonomie. Donc le mécanisme de copie vient avant le projet fonctionnel. C'est ça.
À l'origine, il y a la machinerie chimique pour répliquer l'information, l'ADN. Mais le transfert d'informations régi par la chimie, il est jamais parfait. Le mécanisme de sauvegarde a des ratés, quoi. Exactement. Les radiations, les erreurs chimiques, ça introduit des altérations dans le code. C'est le pur hasard à l'œuvre. Une mutation complètement aveugle. Et le système d'invariance, lui, il est aussi aveugle, non? Oui, il ne sait pas distinguer le code original de l'erreur, donc il intègre l'erreur au plan de construction et la transmet à la génération suivante avec la même fidélité. La nécessité de la chimie fige le hasard de la mutation. Concrètement, comment un hasard chimique abstrait devient un œil plus précis ou des ailes pour voler? Prenons un exemple à l'échelle des molécules pour qu'on comprenne bien. Imaginons le plan de l'ADN comme une longue phrase. Un rayon cosmique frappe une cellule et remplace la lettre A par la lettre T. L'erreur est recopiée. D'accord? Quand la cellule lira cette nouvelle phrase pour fabriquer une protéine, cette protéine aura une forme géométrique légèrement différente. Un repli inédit. Une sorte de coquille dans le texte qui change la forme de la machine. Exactement. Et par pur accident, cette nouvelle forme en 3D permet à la protéine de capter du sucre une fraction de seconde plus vite. La cellule mutante va donc métaboliser l'énergie plus efficacement que ses voisines. Et c'est là que l'environnement entre en scène comme un crible impitoyable. Voilà. Le filtre sélectif, la cellule mutante se divise plus vite et finit par remplacer la population d'origine. Le hasard originel a été sculpté par la pression environnementale pour produire une performance supérieure. Donc, l'architecture de la ruche, l'ingénierie de notre œil, c'est pas le résultat d'un grand projet préétabli. Non, ce sont juste les conséquences inévitables, sur des milliards d'années, de lois physiques aveugles qui filtrent d'innombrables erreurs de copie aléatoires. L'invariance précède la téléonomie. Le postulat d'objectivité est sauvé et le paradoxe s'évapore complètement. L'élégance de cette conclusion est saisissante. Franchement, la biologie n'a pas besoin de magie. C'est ce qui rend l'analyse de Monod si profondément transformatrice, ouais. Regardera plus sa plante d'appartement de la même manière. Ni son propre reflet dans le miroir. C'est clair, le reflet c'est plus celui d'une création isolée qui échapperait aux règles de l'univers. C'est le reflet d'une merveilleuse machine organique taillée par des éons de mutations chaotiques, experte dans l'art mécanique d'absorber l'énergie pour maintenir son propre code. C'est un bouleversement complet. Nous sommes les fruits du bruit de fond moléculaire. Mais, et c'est là qu'on peut pousser la réflexion encore plus loin aujourd'hui, Vas-y. la théorie s'articule sur le fait que l'intelligence humaine est une structure aveugle sélectionnée pour préserver une invariance génétique soumise au hasard. Mais que se passe-t-il depuis qu'on a inventé l'édition génétique, Ah, tu penses à l'outil CRISPR, par exemple? qui nous permet de couper et coller l'ADN comme sur un logiciel de traitement de texte? Précisément. Aujourd'hui, l'intelligence humaine utilise la science pour intervenir directement et intentionnellement sur son propre code génétique. On n'attend plus les erreurs de copie aléatoire. Non, on conçoit les mutations dans le but précis de guérir des maladies ou d'améliorer nos défenses. Le hasard est méthodiquement effacé de l'équation originelle par l'organisme lui-même. Le projet téléonomique vient de trouver le moyen de hacker les règles biologiques qui l'ont fait naître. Ce retournement de situation donne complètement le vertige. C'est le cas de le dire. Repensez à notre petite sonde spatiale martienne du début, perdue dans la forêt. Elle était déjà incapable de comprendre l'évolution d'une abeille, mais imaginez si elle braquait ses caméras sur des biologistes humains dans un labo. Elle verrait une espèce réécrire consciemment le manuel d'instruction chimique de sa propre existence. Une machine qui a non seulement compris son propre fonctionnement, mais qui a décidé de prendre le contrôle manuel de son évolution future. Et sur cette pensée vertigineuse, on vous laisse méditer. À la prochaine!